l'ordre des architectes, c'est un des organes les plus importants dans la vie professionnelle après, puisque pour exercer dans n'importe quel type d'exercice, que ce soit en libéral, en société, il faut être inscrit à l'ordre des architectes. Donc payer son inscription annuelle. L'ordre des architectes a pour vocation à plusieurs missions en fait. Il a la mission de vérification des inscriptions, que les personnes qui exercent, qui signent les permis de construire, etc. sont bien inscrits à l'ordre, payent leurs cotisations, payent leur assurance. Ils ont aussi une mission de surveillance de la déontologie, puisque les architectes ont un code de déontologie qu'ils doivent appliquer, et ils ont aussi une mission plus ou moins juridique où ils font des conciliations avec les maîtres d'ouvrage quand il y a des problèmes, ou entre architectes. Voilà. Quelques autres missions aussi, mais que je ne vais pas détailler parce que elles sont moins importantes. Et le syndicat, qui est donc complètement différent, il y a plein de gens qui confondent les deux, mais ça n'a pas du tout les mêmes missions, puisque le syndicat est là pour défendre la profession d'architecte, c'est-à-dire aller dans les instances politiques, pour aller se défendre quand ils veulent passer des lois à la con, ou quand il y a des lobbies de constructeurs, de maisons individuelles qui veulent manger sur le marché des architectes, etc. Ou quand... Par exemple, c'était il y a 2 ans, on était descendu dans la rue contre la loi Macron parce qu'ils voulaient ouvrir les agences d'architecture à plus de 50% du capital autorisé pour les non-architectes, ce genre de choses. Donc ça, c'est les syndicats qui défendent ça. Et on organise aussi des fois quelques petites soirées pour que les architectes se retrouvent entre eux. Voilà. Est-ce que j'avais autre chose à dire? Rien de très particulier. Et donc je vais laisser parler Marie-Odile Stock, qui est experte dans les assurances, qui va parler de son parcours et du métier qu'elle fait, puisque quand on est architecte diplômé d'architecture, on peut aller vers énormément de métiers, pas que l'architecte qui va construire des maisons ou des opéras. Et c'est pour ça qu'on fait ces petites conférences, pour montrer un petit peu l'étendue de ce que le métier d'architecte peut amener, ce à quoi ça peut amener. Voilà. Bon, donc je m'appelle Marie-Odile Stock, je suis architecte des PLG, issue de cette école depuis fort longtemps. Je ne nommerai pas la date parce que je vais prendre un coup de vieux. Donc j'ai eu un parcours professionnel un petit peu, assez varié. J'ai commencé par faire de la maîtrise d'œuvre en travaillant dans des cabinets d'architecture comme chef de projet. Après, je suis partie, j'ai fait de l'entreprise générale, donc j'ai travaillé en entreprise générale, au bureau d'études. Ensuite, j'ai fait de la maîtrise d'ouvrage pour une enseigne de grande distribution. Donc, je construisais en tant que maître d'ouvrage, je construisais des supermarchés. Et finalement, depuis 20 ans, je fais de l'expertise. Donc, je suis expert. J'ai d'abord travaillé dans un cabinet d'expertise, un cabinet privé. Et puis là, depuis 2008, je suis expert intégré dans une compagnie d'assurance, la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est à Strasbourg, donc la CAM BTP, et qui est une assurance spécialisée dans le bâtiment et les travaux publics, donc destinée aux entreprises, aux architectes, aux maîtres d'œuvre, aux BET, aux fabricants, etc. Donc elle a vraiment une vocation particulière. Alors le métier d'expert, il y a deux grandes catégories d'experts. Il y a les experts d'assurance, dont je fais partie, puisque je travaille pour une compagnie d'assurance. Il y a les experts judiciaires. Alors les experts judiciaires, ça, je pense qu'il y a une intervention, non, sur les experts judiciaires? Non, parce qu'il y en avait autre avant les Balsamo qui intervenaient. Il n'y en a pas, oui. Bon, les experts judiciaires, donc c'est à part. C'est des gens qui sont nommés par le tribunal pour régler les litiges, mais quand on est en procédure judiciaire, quoi. Alors que les experts d'assurance, c'est des procédures amiables. Donc la justice n'intervient pas. Donc les experts, de façon générale, les experts d'assurance, il y a des experts d'assurance pour autant qu'il y a de spécialités. Il y a des experts d'assurance qui sont spécialisés en perte d'exploitation, il y en a qui sont spécialisés en bruit de machine, il y en a qui sont spécialisés en transport, en maritime par exemple, et il y a des experts qui sont spécialisés en construction.
Voilà, donc dont je fais partie, quoi. Voilà. Alors, je pense que il faut, pour comprendre le rôle de l'expert construction, c'est peut-être de faire une petite revue rapide sur l'assurance construction. Est-ce que vous avez, dans le cadre des enseignements, un topo sur les assurances? Non. Ouais. Même pas en HMO? Ah ouais. Ouais. Je sais pas. Enfin, HMO, ils ont même un HMO, ils ont. Je sais pas. Ouais. Moi, je suis une salle. Oui. J'étais juste avant la HMO. Avant la HMO, ouais. Alors, je pense qu'en HMO, ils ont quand même un petit topo. Bon, enfin, le principe de principe de l'assurance, je vais passer, il y a un petit côté historique, la décennale, l'assurance décennale, je pense que tu as quand même entendu parler de l'assurance décennale. Tous les bâtiments sont assurés pour 10 ans. Oui. Voilà. Et en fait, tous les intervenants à l'acte de construire ont besoin d'une assurance, elle est obligatoire et elle va couvrir leur pratique pendant 10 ans, à partir de la réception des travaux du bâtiment en question. Et donc ça, c'est une assurance qui existe depuis, grosso modo, après la guerre, quoi. Avant, il y avait déjà des prémices, mais ça a vraiment été instauré de façon plus généralisée et plus formalisée après la Deuxième Guerre mondiale, et surtout avec la loi Spinetta du 4 janvier 1978. Ça, c'est super important. Cette loi Spinetta, c'est ce qui régit actuellement tout le principe de l'assurance construction en France. Donc, c'est vraiment très important. Donc, cette loi Spinetta, elle rend obligatoire l'assurance décennale pour tous les constructeurs. Donc, comme je disais avant, tous les intervenants à l'acte de construire sont obligés de s'assurer. Donc, il y a les architectes, il y a les BUT, il y a les entreprises, mais il y a aussi le contrôleur technique, le promoteur. Donc, qu'on soit maître d'œuvre ou maître d'ouvrage, on est obligé de s'assurer en décennale, d'être couvert pour 10 ans pour l'activité que l'on pratique, c'est-à-dire pour chaque chantier. Et puis en plus, après, il existe encore une autre assurance qui vient chapeauter toutes ces assurances décennales prises par chaque intervenant, qui va être la dommage ouvrage, qui là c'est une sorte de super assurance décennale qui couvre tout le monde. Donc, tout le monde doit être assuré pour les opérations de construction que l'on fait. En plus, tout le monde doit avoir aussi une assurance responsabilité civile. C'est-à-dire, ça c'est pour les dommages que l'on crée à un tiers. Ça peut être aussi bien les dommages corporels que les dommages que l'on crée parce que un plombier il a il a un raccord à sertir par exemple qui a lâché, ça crée un dégât des eaux sur un chantier et en fait ça crée un dégât des eaux qui va endommager du placo-plâtre, des parquets, etc. Donc des ouvrages qui ont été réalisés par d'autres entreprises. Donc là c'est sa responsabilité civile qui intervient parce que c'est un dommage au tiers. Lui il n'a pas forcément de dommage, pas grand chose, il a juste un raccord à sertir à refaire, mais il a créé les dommages aux autres. Donc ça, c'est sa responsabilité civile. Et cette responsabilité civile, elle est aussi obligatoire. Elle est obligatoire au même titre que n'importe quel particulier. Tout le monde a une responsabilité civile. C'est la responsabilité civile qui est adossée, en général, à l'assurance habitation. Quand on occupe un logement, on a une assurance. Et à cette assurance-là est adossée une responsabilité civile. Donc tout le monde est assuré. Pour ça, c'est obligatoire. Bon, voilà, donc ça c'est les grands principes. Donc à partir du moment où tout le monde est assuré, on a un sinistre. Donc qui est-ce qui va déclarer le sinistre? Alors ça peut être le maître d'ouvrage, ça peut être l'occupant, ça peut être l'entreprise. Finalement tout le monde peut déclarer un sinistre. Et à partir de ce moment-là, entrent en jeu les compagnies d'assurance. Auxquels les intervenants sont assurés. La compagnie d'assurance va nommer un expert pour essayer de régler le problème à l'amiable, d'abord. Voilà. Et donc c'est là qu'on intervient en tant qu'expert. Donc on est là pour
déjà prendre connaissance du dossier, on convoque les gens, donc on va envoyer des courriers en convoquant tout le monde, enfin tous ceux dont on suppose qu'ils peuvent être concernés par le sinistre. Et puis, sur place, on fait des investigations. Donc on va essayer de chercher la cause du sinistre. Enfin, il faut qu'on trouve la cause du sinistre. Hein. C'est notre premier objectif et notre première mission. Trouver d'où ça vient, pourquoi ça s'est passé, qu'est-ce qui a fait défaut. Est-ce que l'entreprise n'a pas respecté une réglementation, ou est-ce que c'est simplement une erreur d'inattention, voilà. Ensuite, à partir du moment où on a déterminé la cause du sinistre, il faut savoir comment on va réparer, donc trouver le mode opératoire de réparation, le chiffrer, donc dire combien ça va coûter, donc faire des devis, transmettre tout ça à l'assureur et puis analyser les responsabilités. Analyser les responsabilités parce que parfois plusieurs intervenants peuvent être responsables. On peut très bien avoir une responsabilité partagée entre l'architecte et deux entreprises, ou entre le bureau d'études, le contrôleur technique et plusieurs entreprises. Ce n'est pas forcément une seule personne qui va être responsable du sinistre en question. Donc on analyse la responsabilité, on donne à l'assureur les éléments pour qu'il puisse faire le partage, c'est-à-dire dire telle entreprise elle a 40% de responsabilité, telle autre elle en a que 30, etc. Et donc il faut faire un rapport, il faut qu'on donne tous les éléments à l'assureur pour qu'il puisse se positionner sur sa garantie, dire si le sinistre va être garanti ou pas. Il peut très bien ne pas l'être, si on est en dehors des conditions d'application de l'assurance décennale. Et puis si on est dans le cas de l'application de la garantie, si l'assureur dit je garantis, il faut qu'il puisse ensuite proposer. Vous avez commencé déjà? J'ai commencé. Bonjour. Il faut que l'assureur puisse ensuite proposer l'indemnité. C'est-à-dire ça va coûter tant. Et tout ça à faire dans le respect du contradictoire. Donc ne jamais l'oublier à n'importe quelle étape de l'expertise, que tout le monde soit là, tout le monde soit convoqué, tout le monde soit présent pour que le débat contradictoire puisse avoir lieu. Si l'entreprise n'est pas d'accord avec ce qu'a trouvé l'expert, elle puisse dire pourquoi elle n'est pas d'accord. Parce que pendant le chantier, il s'est passé des événements qui ont fait qu'elle a perdu la main. Voilà. Alors je voulais juste montrer 2-3 exemples. Enfin, j'ai prévu 2 exemples pour montrer un petit peu ce qu'on peut avoir comme type de dossier. Donc là, donc on voit dans une chambre à coucher des infiltrations d'eau en partie haute du mur, assez importante, très humide. On en a là aussi, voilà. Et puis on s'aperçoit qu'à l'extérieur, en fait, ces portes-fenêtres donnent sur des balcons, 2 balcons superposés. Voilà. Bon. Les infiltrations ont démarré là au mois de mai et juin, quand on a eu des périodes, des précipitations assez importantes. Et puis alors, en regardant d'un peu plus près, les balcons sont revêtus d'une étanchéité avec des dalles sur plot, et on a donc une tablette en tôle l'armée qui vient rejoindre les dalles sur plot. En ouvrant les dalles, on s'aperçoit que en fait le relevé d'étanchéité, donc la partie Moi j'ai un pointeur si vous voulez. ouais, j'ai pas de pointeur moi. Ouais. Voilà. C'est vraiment la bonne chose. Ouais. S'il marche. Oui. Voilà. Donc là, on s'aperçoit que le relevé d'étanchéité, en fait, n'est pas suffisamment
pas suffisamment important. La hauteur n'est pas bonne. La hauteur est insuffisante par rapport à en fait au DTU. Alors maintenant je cherche à voilà. Donc là on voit on a à peu près 9 cm, entre 8 et 9 cm, alors que bon, le DTU demande 10 cm minimum. Donc ce qui s'est passé, eh bien c'est que on a deux phénomènes. On a d'une part un relevé d'étanchéité qui n'est pas suffisamment important, et puis aussi une tôle larmée des portes-fenêtres qui a été mise en place trop basse, quoi. Donc en fait, il y a eu un couac au niveau du chantier. L'architecte n'a pas trop fait attention, et donc les portes-fenêtres ont été posées avec les tablettes préalablement à la réalisation de l'étanchéité. Quand l'étancheur est arrivé, les tablettes étaient déjà là, et il n'a pas eu suffisamment de hauteur pour réaliser son relevé d'étanchéité. Donc il l'a signalé, mais c'était trop tard, quoi. Les tablettes étaient là, bon. Et donc après, quand on a eu des fortes pluies en mai et juin, les balcons ont débordé, et en fait l'eau est montée en charge, les balcons se sont mis en charge, et l'eau est passée derrière les relevés, et rentrée dans les appartements du dessous, quoi. Donc à chaque fois on a des infiltrations dans la pièce du dessous au niveau du plafond. Voilà. Donc là, le métier, le boulot de l'expert, c'est de déterminer comment ça s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé, la chronologie, qui est-ce qui a fait la bêtise, et ensuite de chiffrer la réparation, quoi. Donc la réparation, on a prévu de tout enlever, remonter le relevé, modifier les tablettes, voilà. Donc c'est quand même un coût de 5 000 € pour 2 balcons, quoi. Et ensuite, les responsabilités, qui est-ce qui peut être responsable dans un cas pareil? L'architecte, puisqu'il n'a pas, au niveau chronologique, dans le cadre de sa mission de direction des travaux, il n'a pas vraiment bien anticipé le problème. L'étancheur, qui évidemment a fait un relevé insuffisant, même s'il l'a signalé, il l'a quand même fait. Et puis le gros œuvre, parce que le ressaut de le ressaut sous la porte-fenêtre était aussi de hauteur insuffisante, ce qui a aggravé le problème. Donc ça, c'est ce qui va découler du rapport que l'expert transmet à l'assurance. Et à partir de là, l'assurance, c'est dans le cadre d'une expertise dommage ouvrage, va ensuite exercer ses recours envers les assureurs de responsabilité des différents intervenants. Voilà. Et donc après, le syndic touche l'argent de l'assurance et fait faire les travaux de réparation, et le problème normalement est réglé. Donc ça, c'est un exemple. Et puis alors, je vais vous en montrer un autre, ce que ça peut donner. Là, c'est un problème donc pas vraiment un problème de carrelage, c'est plutôt un problème de support. Donc là, on est dans une cuisine collective d'une résidence pour personnes âgées. À la suite d'un choc, d'un chariot qui trimballait les assiettes, etc., dans la cloison, le carrelage se fend et au bout d'un moment tombe. Et on s'aperçoit qu'à l'arrière de ce carrelage, en fait, toute la cloison est trempée. Alors pourquoi elle est trempée? Parce que, en fait, le support n'est pas bon. On est dans une cuisine collective. Dans une cuisine collective, les supports de carrelage sont parfaitement... c'est précis, on ne peut pas mettre n'importe quoi. Les cuisines collectives, il y a des classements. Donc là, on est en classement soit EB+, soit EC. C'est des locaux qui sont régulièrement arrosés avec de l'eau qui est agressive, puisque en général, elle est additionnée d'un produit désinfectant, antibactérien, etc. Donc il faut que à l'arrière du carrelage, qui n'est pas complètement étanche, puisqu'un carrelage n'est pas complètement étanche, il faut que le support, lui, soit étanche. Or là, c'est pas le cas. On se retrouve avec un placo-plâtre traditionnel, BA13, pas hydrofuge, de la laine de verre
Et donc en partie basse, on voit que ici on va être là, toute cette zone-là est complètement trempée avec des moisissures à l'arrière. Donc ce qui, dans une cuisine collective, enfin, point de vue hygiène, c'est quand même pas top, quoi. C'est pas le... Là, on le voit mieux. Vous voyez ? Bon, là, la réparation, elle n'est pas très compliquée, hein. Donc, c'est sur tout le long de la cloison, parce que ça fait longtemps que ça dure. Donc, les plaintes, on donne un petit coup de pied dans la plainte, et puis la plainte s'en va, et à l'arrière, le rail et l'arrière, c'est trempé, quoi. Donc là, la détermination de la cause, c'est assez rapide, hein. Enfin, on voit assez rapidement ce qui s'est passé. Après, le chiffrage de la réparation, c'est pas très compliqué non plus, hein. Il faut déposer le carrelage, il faut remplacer ça avec un support qui soit compatible avec la réglementation, donc qui soit hydrofuge, etc. Il y en a à peu près pour 10 000 € quand même, hein, pour 6 mètres linéaires. Et par contre, ce qui est plus difficile, c'est de dire qui va être responsable. Voilà, donc là, il faut ensuite, le boulot de l'expert, c'est aussi de partir un peu à la pêche aux infos, de faire un travail de détective, demander aux uns et aux autres ce qu'ils ont fait, demander leurs pièces écrites, leur marché, leur convention d'honoraires, demander à l'architecte qu'est-ce qu'il avait comme mission. Parfois, il y a, dans le cas présent, il y a un architecte de conception, donc qui n'avait pas grand-chose à voir, avec le problème, mais par contre, il y a un architecte d'opération qui, lui, a fait la direction assuré la direction des travaux. Bon, dans le cadre de sa direction des travaux, il aurait dû savoir que le support mis en place, en l'occurrence une cloison en BA13, était incompatible avec le type de locaux prévu, enfin avec la destination du local, quoi. Donc là, il y a quand même une grosse faute. Mais les entreprises qui ont posé le plâtrier, en l'occurrence, savaient que c'était une cuisine, donc il l'a fait, même si c'était pas dans son marché, d'avoir un placo hydrofuge, il aurait dû se poser la question, et il a un devoir de conseil, c'est lui l'homme de l'art, hein, le plâtrier. Le carreleur, pareil. Le contrôleur technique n'a rien dit, on ne trouve rien ni dans le rapport initial du contrôleur technique, ni dans son rapport final, donc il s'est passé à l'as. Voilà, donc il y a finalement, on s'aperçoit au bout du compte que c'est une affaire qui a complètement été occultée par tout le monde, quoi. Tout le monde est passé sur le chantier, personne n'a rien vu. Et finalement, c'est assez grave, hein, parce que, enfin, au niveau hygiène, c'est pas très grave, mais au niveau hygiène, c'est embêtant, quoi, hein, parce que quand on a ce genre de choses, ils doivent laver quand même après la cuisine, donc en fin d'après-midi, il faut qu'ils lavent au jet. On peut pas laver là, c'est plus possible, quoi. On fait rentrer de l'eau à chaque fois. Donc ça, c'est, voilà. Donc grosso modo, c'est ce que je peux vous donner comme exemple du travail de l'expert, quoi. Donc à la suite de cette expertise, moi j'ai rendu un rapport, enfin donc c'est une expertise que j'ai faite, donc j'ai rendu un rapport en disant, bah voilà, c'est un tel, donc il y a l'architecte, il y a le contractant général, il y a 2 entreprises, il y a le contrôleur, il y a 5 intervenants qui sont responsables. Je vais donner un partage de responsabilité, j'ai chiffré le dommage, il y en a à peu près pour 10 000 €, et puis après l'assureur, donc là aussi c'était l'expertise dommage-ouvrage, l'assureur ensuite répartit les responsabilités et va payer la résidence pour qu'elle puisse faire les travaux de réparation, et ensuite va récupérer son argent auprès des assureurs de responsabilité des différents intervenants, donc l'assurance de l'architecte, l'assurance du plâtrier, etc. Voilà, donc ça c'est une procédure amiable. C'est vraiment l'essentiel de notre boulot. Alors, maintenant, ce qui vous intéresse, c'est de savoir ce qu'il faut faire pour être expert. Enfin, voilà, comment vous pouvez Alors, d'abord, quelles sont, à mon avis, les qualités nécessaires à un expert. Enfin, qu'est-ce que vous devez... qu'est-ce qui est important? Alors, à mon avis, ce qui est important, c'est d'être un bon technicien. Ça, c'est sûr, il faut s'intéresser à la technique, il faut s'intéresser aux techniques nouvelles, il faut lire il faut s'abonner au CICODES, lire les revues de la QC,
Non, il faut s'intéresser à la technique, ça c'est indéniable. Donc on ne peut pas véritablement, on peut pas être expert en sortant de l'école. Ça c'est pas possible. Il faut avoir tâté du terrain, donc il faut avoir fait du chantier, il faut avoir fait de l'agence. Bon, c'est un métier qu'on commence à exercer quand on a un peu de bouteille, quoi. Moi j'ai démarré, ça faisait 10 ans que je bossais, quoi, en ayant fait pas mal d'autres choses avant, enfin de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre, etc. Du chantier, et ça le chantier c'est important. Il faut avoir fait du chantier. Il faut comme deuxième élément important, c'est avoir un bon relationnel. C'est-à-dire faut avoir de l'empathie pour les gens. Il faut aimer les gens. Parce que on va avoir affaire d'une part à des lésés, enfin des gens qui sont sinistrés et parfois de façon grave. Donc parfois on joue un peu les assistantes sociales, quoi. Faut les écouter, voilà. Faut pas leur montrer qu'on en a rien à cirer, quoi. C'est pas ça, quoi. C'est bon. Et puis on est aussi expert pour des compagnies d'assurance qui assurent des entreprises. Donc notre client parfois c'est une entreprise, donc il faut aussi être à l'écoute de l'entreprise. Voilà, donc il faut à la fois savoir écouter des gens qui peuvent être gravement touchés, mais aussi des entreprises qui disent non, moi j'ai fait les choses dans la règle de l'art, ou alors avoir suffisamment de tact pour leur dire attendez, là vous avez voilà, relisez votre DTU, parce que là si vous appliquez votre carrelage à chaque fois comme ça va pas le faire, quoi. Donc il faut aussi avoir un bon contact avec les entreprises, et puis bon, après avec les architectes, avec les maîtres d'ouvrage, enfin, voilà. Donc le relationnel c'est 50% du boulot. Si on a un bon relationnel, si on écoute les gens, on règle déjà une grosse partie des problèmes. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est quand on arrive à une expertise, on est dans une situation de litige en général. C'est pas le monde des bisounours, hein. En général, c'est tendu, quoi, hein. Surtout quand le désordre ou le sinistre est assez grave, ça peut être très tendu. Moi j'avais Alfie. Donc voilà, donc il faut arriver à désamorcer la situation. Donc être assez, voilà, faut être assez cool, et puis voilà, laisser passer l'orage aussi quand parfois ça. Donc ça c'est important. Après, il faut être objectif, puisqu'il faut écouter tout le monde. Tout le monde a son mot à dire, tout le monde n'est pas forcément d'accord. Il faut être rigoureux, parce qu'on ne peut pas raconter n'importe quoi, puisque ensuite les rapports sont transmis aux entreprises, etc. Surtout quand elles vont avoir une part de responsabilité et qu'elles vont être obligées de payer. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Donc il faut être rigoureux. Autonome, parce que on est tout seul, souvent. Alors, on peut être à plusieurs quand on est en expertise amiable traditionnelle, mais quand on est en expertise dommage ouvrage, on est tout seul. Donc faut être autonome. Voilà, donc avoir aussi, c'est beaucoup de choses à voir. Après, il y en a certains qui sont plus techniques que relationnels, il y en a qui sont plus relationnels que techniques. Après, voilà, donc chacun il va y trouver son compte, mais c'est les deux, à mon avis, les deux éléments importants du métier. Après, voilà, donc ça c'est grosso modo le métier. Après, la formation, comment on devient expert, finalement c'est ça qui vous intéresse. Comme je le disais avant, il faut avoir eu une vie professionnelle antérieure. Ça c'est important. Ne pensez pas que vous pouvez faire l'expertise en sortant de l'école. Ou alors un petit peu, mais bon, il faut avoir un petit peu de bouteille. Alors après, on apprend sur le tas, hein, il n'y a pas vraiment d'école. Donc en général, les experts ont une vie professionnelle qui correspond à leur diplôme avant, donc soit archi, soit ingénieur, soit voilà. À un moment donné, ils s'intéressent à l'expertise, ils rentrent dans un cabinet d'expertise, ils commencent à faire de l'expertise et on apprend sur le tas.
Après, une fois qu'on en a fait un peu, il y a des formations validantes, quoi. Donc à ce moment-là, on peut passer un diplôme qui est organisé par le CSTB, CERTIVEA, qui va donner un diplôme qui s'appelle compétences expert construction, qui est un vrai examen avec un oral, un écrit, et qui demande donc pour pouvoir postuler pour pouvoir passer cet examen, il faut justement, donc on en revient toujours à ça, donc il faut premièrement donc un bac plus 5 avec une spécialisation en construction, donc soit architecte, soit ingénieur en général. Donc les architectes sont tout à fait destinés à faire ce genre de métier, hein. Enfin, il y en a pas mal. Il faut ensuite donc avoir cette expérience professionnelle dont je vous parlais, qui est donc une expérience professionnelle technique d'au moins 5 ans. Donc on en revient toujours à cette vie professionnelle antérieure. Dont une partie sur chantier. Il faut pouvoir prouver qu'on a fait du chantier. Et ensuite, en général, il faut déjà avoir fait de l'expertise, donc 20 expertises minimum au cours des 2 dernières années. Donc en général, les gens qui présentent cet examen CERTIVEA sont déjà intégrés dans un cabinet d'expertise, quoi. Donc il y a un écrit, un oral. Et puis après, donc, on est certifié expert construction, c'est un diplôme qui va à 3 ans, renouvelable, etc. Et puis après, on peut passer en plus un oral qui est validant pour devenir expert dommage ouvrage. Donc là, sachant que la dommage ouvrage, j'en ai pas parlé parce que bon, c'est un peu compliqué, mais c'est une sorte de super décennale et qui répond à des critères très précis d'expertise, parce qu'ils sont très encadrés par la loi. Alors que bon, quand on est en expertise traditionnelle décennale, le déroulement d'expertise n'est pas encadré. On fait un peu comme on veut, quoi. Voilà. Par contre, en dommage ouvrage, c'est très encadré. Il y a des clauses types. Enfin, le code civil est parfaitement rigoureux là-dessus. Il y a des délais à respecter. Il y a des pièces à produire. Enfin, administrativement, c'est assez lourd. Et là, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. On est tout seul. Donc, on est expert pour compte commun, ce qu'on appelle. Donc, on intervient pour tout le monde. Et donc, c'est là que l'objectivité est importante parce que on est l'expert à la fois du maître d'ouvrage, mais on est aussi l'expert de l'architecte, on est aussi l'expert de l'entreprise lambda et on est aussi l'expert de l'entreprise bêta. Donc quand ils ne sont pas d'accord entre eux et que leurs intérêts peuvent être tout à fait contradictoires, il faut rester objectif pour dire non, c'est un tel, ou c'est plus un tel qu'un tel, ou finalement lui il n'a aucune responsabilité et c'est vous qui êtes entièrement responsable malheureusement, quoi. Voilà. Voilà. Et donc pour être expert au dommage ouvrage, il faut passer un examen complémentaire. C'est un oral avec un jury. Et après, donc on est inscrit sur une liste d'agréments. Enfin, on est agréé CRAC, parce que CRAC, ça veut dire Convention de règlement de l'assurance construction. Et c'est un agrément qui est renouvelé tous les 2 ans. Voilà, donc il faut apporter la preuve qu'on a fait suffisamment d'expertise pour pouvoir renouveler l'agrément. On ne repasse pas l'examen, mais on doit justifier d'un minimum d'expertise dans ce domaine. Voilà, donc c'est un examen que moi j'ai passé en 2000, et depuis je fais pratiquement que ça, quoi, que de l'expertise dommage ouvrage. Donc là, alors quand vous avez cet agrément CRAC, vous êtes dans la crème, on va dire ça, des experts construction. Voilà, donc là, c'est parce que pour ce type d'expertise dommage ouvrage, les assureurs sont obligés de s'adresser à des experts qui ont cet agrément. Et de façon nominative. On n'adresse pas la mission à un cabinet d'expertise. On adresse la mission à l'expert qui a cet agrément. Donc ça donne une valeur sur le marché du travail. C'est valorisant d'avoir cet agrément. Les cabinets d'expertise s'arrachent les experts qui ont cet agrément, d'autant qu'on n'est pas très nombreux sur la France. Et les femmes sont sous-représentées
Parce qu'actuellement, il y en a, on est 5%. Sur l'ensemble des experts agréés qui ont cet agrément, on est en tout sur la France un peu plus de 700, je crois 732. Eh bien, il y a 35 femmes. Voilà, donc ça peut être intéressant. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. Donc, si vous avez des questions. Une question d'ordre pratique. Bien sûr. Vous êtes localisé où? Vous êtes localisé À Strasbourg. À Strasbourg. Oui. Quelle rue? Moi, je travaille dans une compagnie d'assurance, à la mutuelle du bâtiment, la CAM BTP. Donc, il y a un service d'expertise intégré à la compagnie d'assurance. Ouais. Mais avant, je travaillais ici dans un cabinet d'expertise privé, quoi. D'accord. Et au sein de ce cabinet d'assurance, vous accueillez des stagiaires ou par question d'ordre? Ouais. Bah là, moi, je l'ai quitté depuis un bon bout de temps, donc je sais pas s'ils en accueillent encore. Bon, en tout cas, nous, au sein de la compagnie, non. On ne prend pas d'experts, on ne prend pas de stagiaires de façon générale, dans aucun service. Okay. Donc, désolée. Moi j'ai une question. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous a fait rester dans l'expertise plutôt que dans le travail en agence? Alors, au départ c'est un hasard. J'étais dans la maîtrise d'ouvrage en fait, à l'époque où juste avant de rentrer dans un cabinet d'expertise, je faisais de la maîtrise d'ouvrage dans la grande distribution, et c'est un milieu que j'ai pas du tout aimé. Enfin vraiment, ça s'est pas bien passé. Ça a été une expérience professionnelle pas terrible. Et donc j'y suis pas restée et j'ai cherché autre chose. Je voulais plus faire de maîtrise d'œuvre en fait, c'était pas trop mon truc quoi. Et puis en fait j'ai eu une opportunité dans un cabinet d'expertise dont le patron était un architecte. Voilà, donc il était assez favorable à prendre des archis. Voilà. Et j'ai démarré comme ça, en ne sachant rien, mais de rien sur l'expertise. Les assurances, c'était à peine, quoi, et l'expertise, c'était zéro, quoi. Donc j'ai vraiment appris sur le tas, quoi. Il a commencé par m'emmener à ses expertises pendant 15 jours, et puis après, il m'a dit, vas-y toute seule. Voilà. Donc après, je me suis dit, ouais, non, mais c'était vraiment Puis après, pendant 6 mois, je lui ai fait relire mes rapports, et puis après c'était bon, quoi. Et puis au bout de 4 ans quand même d'expertise, j'ai passé cet examen pour devenir expert dommage ouvrage agréé, pour passer l'agrément. Voilà, que j'ai eu, et puis voilà. Et en termes de revenus, vous vivez mieux maintenant dans l'expertise ou dans ce que vous avez fait avant, dans la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage? Je vis mieux maintenant, mais je suis plus vieille, j'ai pris de l'expérience, j'ai un diplôme validant pour ça, voilà. Donc effectivement, avec l'agrément que j'ai une certaine valeur sur le marché, quoi. Ça, c'est sûr. Et je vis probablement mieux que si j'étais un archi dans une agence, quoi. Enfin, un archi lambda. Expérience égale, je veux dire. Bon, après, il y a des grosses agences, il y a des petites agences. Hein. Non, mais le problème, le métier d'architecte, enfin, quand on fait de la maîtrise d'œuvre, donc quand on est en agence, c'est très variable, c'est hyper variable. Il y a des archis qui gagnent très très bien leur vie, il y en a d'autres qui tirent la langue, hein, enfin, qui gagnent le SMIC ou à peine plus, quoi. Enfin, voilà. Donc c'est... Disons que le métier d'expert est un métier où on gagne honorablement sa vie, quoi. Voilà. Et moi, je trouve que c'est un métier passionnant. Parce qu'on reste à la fois dans le métier, enfin dans le cœur, quoi. Enfin dans ce qui moi m'a attiré dans les études d'archi, dans le bâtiment, etc. Alors évidemment, on fait plus de conception. C'est sûr, on fait pas de conception, mais de toute façon, je sais pas si on vous l'a déjà dit, mais le métier d'architecte en agence, qu'on soit patron ou salarié, la conception, c'est ça. Et les emmerdements administratifs, c'est ça, quoi. Donc, voilà, hein, la conception, c'est pas grand-chose, malheureusement. On se fait toujours beaucoup d'illusions là-dessus, mais c'est pas le plus gros du boulot, quoi. Hein.
Et le métier d'expert permet de rester justement en contact avec tout ce monde du bâtiment, aussi bien les entreprises que les archis, connaître les préoccupations des uns et des autres, les fabricants, les nouvelles techniques, les nouveaux produits qui sortent. Est-ce qu'ils sont certifiés? Est-ce qu'ils ont des avis techniques? Enfin, c'est assez pointu, ça peut être assez pointu. Et ça, c'est très intéressant. Est-ce qu'il faut connaître par cœur tous les métiers? Non, bien sûr que non. Il faut savoir qu'ils existent. L'important, c'est de savoir où chercher. Ça, c'est... Voilà. Faut savoir qu'ils existent, voilà. Faut savoir qu'il y a des sites très bien faits. Non, mais bon, voilà, il y a le site du CSTB. Enfin bon, après, il y a des gens à interroger, quoi. Voilà. Mais non, moi, je ne sais rien par cœur. Hein, faut pas grand-chose. Si, au bout d'un moment, il y a des choses de... La base, on la sait, mais... Puis, il vaut mieux pas s'encombrer la tête de trucs à apprendre par cœur, il faut juste savoir où aller les pêcher. Et puis maintenant, avec Internet, c'est tellement plus facile qu'autrefois. Et la proportion d'architectes de formation dans des experts, Bon, à mon avis, c'est 50-50. Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Après, il y a des ingénieurs, beaucoup d'ingénieurs. Donc ingénieurs en bâtiment, génie civil... Voilà, et puis alors il y a des gens qui sont... Il y a aussi des... moi je suis généraliste. Enfin je suis expert dommage ouvrage généraliste. Je suis inscrite sur la liste des généralistes. Mais il y a des listes de spécialistes. Donc il y a aussi des gens qui sont spécialisés en charpente bois, charpente métallique, en génie climatique, etc. Donc là c'est des gens qui sont encore plus pointus et qui ont en général alors des diplômes d'ingénieur en génie climatique ou voilà, enfin, on fait de la charpente métallique ou de la charpente bois, enfin, voilà. Donc après, eux, ils ont des... C'est aussi très intéressant parce qu'ils se retrouvent avec des dossiers qui sont en général des gros dossiers. Quand on a besoin d'un spécialiste, c'est vraiment que le dossier est pointu, techniquement. Et donc voilà, alors que nous, les généralistes, on fait un peu de tout. On fait des problèmes de carrelage, des problèmes d'étanchéité, des problèmes de chauffage, d'électricité. Voilà. Mais quand on a besoin, alors on peut avoir des gros dossiers, et quand on a besoin de quelqu'un de plus pointu, on prend ce qu'on appelle un sapiteur, donc quelqu'un qui va être pointu dans le domaine dont on a besoin. Voilà. Donc moi, par exemple, en chauffage, je ne suis pas très bonne en chauffage. Bon, j'ai un gros problème de chauffage, je prends un chauffagiste, quoi. Enfin, je prends un expert chauffagiste, quoi, spécialisé, qui va m'assister et qui va, à ce moment-là, faire l'expertise avec moi. Merci. De rien. Voilà. D'autres questions ? Ça s'apprend vraiment sur le tas, le côté humain. J'ai bien aimé cette insistance que vous avez eue sur le côté humain du métier, parce que pour avoir déjà assisté à des expertises, je confirme, effectivement, on sent ce côté humain. Ça s'apprend, parfois c'est mal vécu. Comment ça se passe? Parce que je prends l'exemple de votre première expertise, par exemple. On a finalement un professionnel qui a signalé qu'il n'a pas pu faire son relevé d'étanchéité dans de bonnes conditions. Oui. Il est reconnu responsable, effectivement, parce qu'il y a cette question du devoir de conseil. Comment ça se passe dans l'expertise? Parce qu'il doit l'avoir un peu mauvaise quand même. Ah oui, c'est sûr, il a un peu mauvaise. Bon, en l'occurrence, il était plutôt de bonne composition. Donc, il a accepté le fait que, bah oui, il l'a signalé, mais il l'a quand même fait, quoi. Voilà. Alors, c'est vrai, c'est rageant, quoi. Alors l'idéal aurait été qu'il le voit, il le signale et qu'il fasse rien. Mais bon, après, ça a d'autres incidences, il n'est pas payé, voilà. Donc, les entreprises sont toujours un petit peu coincées entre le marteau et l'enclume, et donc, voilà. Mais non, là, il l'a plutôt bien pris, mais parfois, c'est vrai qu'il le prenne mal. C'est pour ça qu'il faut être un peu cool, quoi. Enfin, voilà, faut savoir se faire respecter, et donc taper du poing sur la table quand il faut, et en même temps... il faut respecter le contradictoire, donc il faut écouter tout le monde, ça c'est important, et mettre de l'huile dans les rouages, parce que parfois la situation est tendue, quoi. Surtout quand les enjeux économiques sont importants, quoi. Ou quand le sinistre est grave, quoi. Quand le sinistre est... voilà.
peut avoir des situations très très graves. On est obligé d'évacuer les gens, des bâtiments qui vont s'effondrer, voilà, on est obligé de demander à la mairie un arrêté de péril, voilà, avec expulsion des gens, etc. Donc là, c'est lourd à porter comme expertise, parce que faut trouver un relogement, enfin, voilà, donc les gens sont dans des situations personnelles difficiles, quoi. Mais il faut arriver à leur expliquer qu'on fait ça pour leur bien, quoi, et qu'on fait ça pour pouvoir ensuite réparer dans de bonnes conditions. Voilà. Donc ça demande, c'est pour ça que je dis, parfois on joue un peu les assistantes sociales, quoi, parce qu'il y a beaucoup de discussions, quoi, ça passe beaucoup par la parole, quoi. Il ne suffit pas juste de dire, voilà, techniquement c'est ça qui va pas, quoi. Non, ça, vis-à-vis d'un professionnel ça marche, mais vis-à-vis de tous les autres qui sont impliqués dans le dossier, c'est pas suffisant. Alors parfois, il y a même très souvent, moi je pense que le côté relationnel prime presque sur le côté technique. C'est-à-dire, très souvent, on arrive à se sortir d'expertise, enfin, on règle des dossiers à l'amiable, parce que c'est ça que veulent les assureurs. Les assureurs, ils veulent régler les dossiers à l'amiable. Ils ne veulent pas être obligés d'aller encombrer les tribunaux. Parce que de toute façon, à partir du moment où on déclenche une procédure judiciaire, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit, quoi. Ça peut durer 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, enfin voilà, c'est ça. Et après, on ne sait jamais qui va gagner non plus. On peut être persuadé d'avoir raison, et au bout du compte, le juge décide exactement le contraire, quoi. Donc, c'est très aléatoire. Donc, de toute façon, les assureurs vont toujours privilégier la solution amiable. Même s'il faut transiger, même si c'est pas toujours tout à fait en leur faveur, enfin même si elles y perdent un peu, quoi, hein, vaut mieux un bon compromis qu'un mauvais procès, enfin ou vice versa. Et donc voilà, donc elles préfèrent perdre à la limite quelques centaines ou quelques dizaines d'euros plutôt que, même en étant persuadée d'avoir raison, aller au clash au tribunal. C'est pour ça que je pense que le côté relationnel est peut-être plus important encore que le côté technique. Bon, pas quand c'est des bricoles, mais quand c'est des dossiers déjà un petit peu importants, on arrive à faire passer des choses incroyables, quoi, et à régler le dossier sans faire de vagues, alors que ça peut être quelque chose de tout à fait explosif, quoi. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut être une bille en technique, non plus. Sinon, ça ne marche pas non plus, quoi. On n'est pas pris au sérieux. Merci. Merci beaucoup. De rien, de rien. J'espère que ça vous a donné envie. Alors évidemment, c'est pas pour tout de suite, c'est ça le problème.